Cette princesse était sur son lit. Il faisait chaud, et la vue de M. de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté. Il s'assit vis-à-vis d'elle, avec cette crainte et cette timidité que donnent les véritables passions. Il demeura quelque temps sans pouvoir parler. Madame de Clèves n'était pas moins interdite, de sorte qu'ils gardèrent assez longtemps le silence. Enfin, M. de Nemours prit la parole et lui fit des compliments sur son affliction. Madame de Clèves, étant bien aise de continuer la conversation sur ce sujet, parla assez longtemps de la perte qu'elle avait faite. Et enfin, elle dit que, quand le temps aurait diminué la violence de sa douleur, il lui en demeurerait toujours une si forte impression que son humeur en serait changée. Donc lorsqu'il dit des compliments sur son affliction, c'est-à-dire qu'il lui présente ses condoléances. Les compliments, ce sont les formules de politesse. Les grandes afflictions et les passions violentes, repartit M. de Nemours, font de grands changements dans l'esprit. Et pour moi, je ne me reconnais pas depuis que je suis revenu de Flandre. Beaucoup de gens ont remarqué ce changement, et même Madame la Dauphine m'en parlait encore hier. Il est vrai, repartit Madame de Clèves, qu'elle l'a remarqué, et je lui en crois en avoir ouï dire quelque chose. Je ne suis pas fâchée, madame, répliqua M. de Nemours, qu'elle s'en soit aperçue. Mais je voudrais qu'elle ne fût pas seule à s'en apercevoir. Il y a des personnes à qui on ose donner d'autres marques de la passion qu'on a pour elles que par les choses qui ne les regardent point. Et n'osant leur faire paraître qu'on les aime, on voudrait du moins qu'elles vissent que l'on ne veut être aimé de personne. L'on voudrait qu'elles sussent qu'il n'y a point de beauté dans quelque rang qu'elle pût être, que l'on ne regarda avec indifférence, et qu'il n'y a point de couronne, que l'on voulut acheter au prix de ne les voir jamais. Donc là, c'est une déclaration indirecte de M. de Nemours à Madame de Clèves, pour lui montrer que même une couronne a moins d'attrait pour lui que l'amour qu'il a pour elle. Les femmes, juges d'ordinaire de la passion que l'on a pour elles, continua-t-il, par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher. Mais ce n'est pas une chose difficile pour peu qu'elles soient aimables. Ce qui est difficile, c'est de ne s'abandonner pas au plaisir de les suivre, c'est de les éviter, par la peur de laisser paraître au public et quasi à elles-mêmes les sentiments que l'on a pour elles. Et ce qui marque encore mieux un véritable attachement, c'est de devenir entièrement opposé à ce que l'on était, et de n'avoir plus d'ambition ni de plaisir après avoir été toute sa vie occupé de l'un et de l'autre. Encore une fois, discours indirect, déclaration indirecte qui se précise. Madame de Clèves entendait aisément la part qu'elle avait à ces paroles, c'est-à-dire qu'elle comprend tout à fait qu'il est en train de lui faire une déclaration à mots couverts. Il lui semblait qu'elle devait y répondre et ne les pas souffrir. Il lui semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre ni témoigner qu'elle les prit pour elle. C'est-à-dire que d'une part, elle devrait y répondre et lui dire de se taire, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'elle a compris ses paroles et en quelque sorte, si elle les a comprises, c'est qu'elle a des sentiments pour lui. Et autre point, elle devrait aussi, si elle était véritablement innocente, ne même pas comprendre ce qu'il est en train de lui dire. Dans les deux cas, elle est coincée. Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire. Donc, explication du dilemme. Le discours de M. de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également. Elle y voyait la confirmation de tout ce qu'on lui avait fait penser Madame la Dauphine. Elle y trouvait quelque chose de galant et de respectueux, mais aussi quelque chose de hardi et de trop intelligible. L'inclination qu'elle avait pour ce prince lui donnait un trouble dont elle n'était pas maîtresse. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que les déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Elle demeurait donc sans répondre, et M. de Nemours se fut aperçu de son silence, dont il n'aurait peut-être pas tiré de mauvais présages, si l'arrivée de M. de Clèves n'eût fini la conversation et sa visite. Donc M. de Nemours se serait certainement aperçu qu'elle ne disait rien et qu'elle était troublée, s'il n'avait été interrompu par M. de Clèves qui arrive, et qui finalement sauve sa femme. Ce prince venait conter à sa femme des nouvelles de Sancerre, mais elle n'avait pas une grande curiosité pour la suite de cette aventure. Elle était si occupée de ce qui venait de se passer qu'à peine pouvait-elle cacher la distraction de son esprit. Quand elle fut en liberté de rêver, elle connut bien qu'elle s'était trompée lorsqu'elle avait cru n'avoir plus que de l'indifférence pour M. de Nemours. Ce qu'il lui avait dit
avait fait toute l'impression qu'il pouvait souhaiter et l'avait entièrement persuadé de sa passion. Les actions de ce prince s'accordaient trop bien avec ses paroles pour laisser quelque doute à cette princesse. Elle ne se flatta plus de l'espérance de ne le pas aimer. Elle songea seulement à ne lui en donner jamais aucune marque. C'était une entreprise difficile dont elle connaissait déjà les peines. Elle savait que le seul moyen d'y réussir était d'éviter la présence de ce prince. Et comme son deuil lui donnait lieu d'être plus retiré que de coutume, elle se servit de ce prétexte pour n'aller plus dans les lieux où il la pouvait voir. C'est-à-dire qu'elle utilise le deuil de sa mère, qui lui permet de sortir beaucoup moins, pour éviter M. de Nemours. Elle était dans une tristesse profonde. La mort de sa mère paraissait la cause, et l'on n'en cherchait point d'autre. Sous-entendu, c'est pas la seule. M. de Nemours était désespéré de ne la voir presque plus, et sachant qu'il ne la trouverait dans aucune assemblée, et dans aucun des divertissements où était la cour, il ne pouvait se résoudre d'y paraître. Il feignit une grande passion pour la chasse, et il en faisait des parties les mêmes jours qu'il y avait des assemblées chez les reines. Une légère maladie lui servit longtemps de prétexte pour demeurer chez lui et pour éviter d'aller dans tous les lieux où il savait bien que Madame de Clèves ne serait pas. Monsieur de Clèves fut malade à peu près dans le même temps. Madame de Clèves ne sortit point de sa chambre pendant son mal. Mais quand il se porta mieux, qu'il vit du monde, et entre autres Monsieur de Nemours, qui, sur le prétexte d'être encore faible, y passait la plus grande partie du jour, elle trouva qu'elle n'y pouvait plus demeurer. Elle n'eut néanmoins la force d'en sortir les premières fois qu'il y vint. C'est-à-dire que Monsieur de Nemours, disant que lui aussi se remet d'une maladie, va passer ses journées chez Monsieur de Clèves, en y croisant Madame de Clèves qui, au départ, n'ose pas sortir de la chambre de son mari pour l'éviter. Il y avait trop longtemps qu'elle ne l'avait vu pour se résoudre à ne le voir pas. Ce prince trouva le moyen de lui faire entendre par des discours qui ne semblaient que généraux, mais qu'elle entendait néanmoins parce qu'il avait du rapport à ce qu'il lui avait dit chez elle, qu'il allait à la chasse pour rêver, et qu'il n'allait point aux assemblées parce qu'elle n'y était pas. Elle exécuta enfin la résolution qu'elle avait prise de sortir de chez son mari lorsqu'il y serait. Ce fut toutefois en se faisant une extrême violence. Ce prince vit bien qu'elle le fuyait, et en fut sensiblement touché. C'est-à-dire qu'il éprouve du plaisir, tout simplement, parce que si elle le fuit, c'est qu'elle a des sentiments pour lui. Monsieur de Clèves ne prit pas garde d'abord à la conduite de sa femme. Mais enfin, il s'aperçut qu'elle ne voulait pas être dans sa chambre lorsqu'il y avait du monde. Il lui en parla, et elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulût qu'elle fût tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus jeune à la cour, qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle fît une vie plus retirée qu'elle n'avait accoutumé, que la vertu et la présence de sa mère autorisaient beaucoup de choses qu'une femme de son âge ne pouvait soutenir. C'est-à-dire qu'elle lui dit que vu qu'elle a plus sa mère pour la garder et lui servir de chaperon en quelque sorte, elle doit elle-même limiter ses sorties parce qu'elle est trop jeune pour traîner dans le monde ainsi. Monsieur de Clèves, qui avait naturellement beaucoup de douceur et de complaisance pour sa femme, n'en eut pas en cette occasion. Et il lui dit qu'il ne voulait pas absolument qu'elle changeât de conduite. Elle fut prête de lui dire que le bruit était dans le monde, que M. de Nemours était amoureux d'elle. Mais elle n'eut pas la force de le nommer. Elle sentit aussi que la honte de vouloir se servir d'une fausse raison et de déguiser la vérité à un homme qui avait si bonne opinion d'elle. Quelques jours après, le roi était chez la reine à l'heure du cercle, c'est-à-dire à l'heure où tout le monde se rassemble. L'on parla des horoscopes et des prédictions. Les opinions étaient partagées sur la croyance que l'on y devait donner. La reine y ajoutait beaucoup de foi. La reine s'agit de Catherine de Médicis et on sait qu'elle a toujours été fortement versée dans l'astrologie, puisque c'est elle qui avait fait venir à la cour de France Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Elle soutint, donc la reine, qu'après tant de choses qui avaient été prédites et que l'on avait vu arriver, l'on ne pouvait douter qu'il n'y eût quelque certitude dans cette science. D'autres soutenaient que, parmi ce nombre infini de prédictions, le peu qui se trouvait véritable faisait bien voir que ce n'était qu'un effet du hasard. « J'ai eu autrefois beaucoup de curiosité pour l'avenir, dit le roi. Mais on m'a dit tant de choses fausses et si peu vraisemblables que je suis demeuré convaincu que l'on ne peut rien savoir de véritable. Il y a quelques années qu'il vint ici un homme d'une grande réputation dans l'astrologie. Tout le monde l'alla voir. J'y allai comme les autres, mais sans lui dire qui j'étais, et je menai M. de Guise et d'Escars. Je les fis passer les premiers. L'astrologue, néanmoins, s'adressa d'abord à moi,
comme s'il m'eût jugé le maître des autres. Peut-être qu'il me connaissait. Cependant, il me dit une chose qui ne me convenait pas s'il m'eût connu. Il me prédit que je serais tué en duel. Alors, cette prédiction va se vérifier puisque Henri II va mourir ensuite dans un tournoi, donc c'est bien un duel, qui sera explicité par la suite, le fameux tournoi des Tournelles. Il dit ensuite à Monsieur de Guise qu'il serait tué par derrière. Monsieur de Guise, le duc de Guise, va être tué lors d'un complot par Henri III. Il sera tué et démembré lors du réveillon de Noël, chose tout à fait sympathique. Et à d'Escars, qu'il aurait la tête cassée d'un coup de pied de cheval, ça j'en sais rien. Monsieur de Guise s'offensa quasi de cette prédiction, comme si on l'eût accusé de devoir fuir. D'Escars ne fut guère satisfait de trouver qu'il devait finir par un accident si malheureux. Enfin, nous sortîmes tous très malcontents de l'astrologue. Je ne sais ce qui arrivera à Monsieur de Guise et d'Escars, mais il n'y a guère d'apparence que je sois tué en duel. Nous venons de faire la paix, le roi d'Espagne et moi, et quand nous ne l'aurions pas faite, je doute que nous nous battions, que je le fisse appeler comme le roi mon père fit appeler Charles Quint. Après le malheur que le roi conta qu'on lui avait prédit, ceux qui avaient soutenu l'astrologie en abandonnèrent le parti et tombèrent d'accord qu'il n'y fallait donner aucune croyance. Pour moi, dit tout haut M. de Nemours, je suis l'homme du monde qui doit le moins y en avoir. Et se tournant vers Madame de Clèves, auprès de qui il était, on m'a prédit, lui dit-il tout bas, que je serais heureux par les bontés de la personne du monde pour qui j'aurais la plus violente et la plus respectueuse passion. Vous pouvez juger, madame, si je dois croire aux prédictions. Madame la dauphine, qui crut, parce que M. de Nemours avait dit tout haut, que ce qu'il disait tout bas était quelque fausse prédiction qu'on lui avait faite, demanda à ce prince ce qu'il disait à Madame de Clèves. S'il eût eu moins de présence d'esprit, il eût été surpris de cette demande, mais prenant la parole sans hésiter, « Je lui disais, madame, répondit-il, que l'on m'a prédit que je serais élevé à une si haute fortune que je n'oserais même y prétendre. »« Si l'on ne vous a pas fait que cette prédiction, répartit madame la dauphine en souriant et pensant à l'affaire d'Angleterre, je ne vous conseille pas de décrier l'astrologie, et vous pourriez trouver des raisons pour la soutenir. » Madame de Clèves comprit bien ce que vous voulez dire, madame la dauphine. Mais elle entendait bien aussi que la fortune dont M. de Nemours voulait parler n'était pas d'être roi d'Angleterre. Comme il y avait déjà assez longtemps de la mort de sa mère, il fallait qu'elle commençât à paraître dans le monde, et à faire sa cour comme elle avait accoutumé. Elle voyait M. de Nemours chez madame la dauphine, elle le voyait chez M. de Clèves, où il venait souvent avec d'autres personnes de qualité de son âge, afin de ne pas se faire remarquer, mais elle ne le voyait plus qu'avec un trouble dont il s'apercevait aisément. Quelque application qu'elle eût à éviter ses regards et à lui parler moins qu'à un autre, il lui échappait de certaines choses qui partaient d'un premier mouvement, qui faisait juger à ce prince qu'il ne lui était pas indifférent. C'est-à-dire que de temps en temps, elle a des mouvements qu'elle ne peut pas contrôler et qui laissent entrevoir à Nemours qu'elle a des sentiments pour lui. Un homme moins pénétrant que lui ne s'en fut peut-être pas aperçu. Mais il avait déjà été d'aimer tant de fois qu'il était difficile qu'il ne connût pas quand on l'aimait. Il voyait bien que le chevalier de Guise était son rival, et ce prince connaissait que M. de Nemours était le sien, était son rival dans le sens où il aime aussi Madame de Clèves. Il était le seul homme de la cour qui eût démêlé cette vérité. Son intérêt l'avait rendu plus clairvoyant que les autres. La connaissance qu'il avait de leurs sentiments leur donnait une aigreur qui paraissait en toutes choses, sans éclater néanmoins par aucun démêlé. Mais ils étaient opposés en tout. Le chevalier de Guise s'était aperçu dès le bal du trouble de Madame de Clèves. Donc forcément, depuis le temps, ils ne s'entendent plus du tout. Ils étaient toujours de différents partis dans les courses de bague, dans les combats à la barrière et dans tous les divertissements où le roi s'occupait. Et leur émulation était si grande qu'elle ne se pouvait cacher.